Hello à tous, c'est Lothaire, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Alors, on a eu un petit problème technique, du coup c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, mais je vais attendre aussi que vous puissiez vous connecter tout doucement. Aujourd'hui donc l'objectif de ce live, c'est qu'on voit ensemble finalement les questions que je vois assez sur le groupe, c'est des questions qui concernent souvent les tâches, qui vont concerner les cicatrices aussi. Et du coup, je voulais partager avec vous donc peut-être les différents types de cicatrices qu'on peut retrouver, quelles vont être la bonne manière de les gérer, quelles vont être aussi finalement, est-ce qu'il y a des manières d'agir dessus parfois, ou au contraire, est-ce que parfois, vous allez voir qu'il ne faut pas toujours agir dessus. Il y a parfois des types de cicatrices qui évoluent très bien lorsqu'on les laisse évoluer, elles, quand on se focalise plus sur finalement diminuer l'inflammation, ce qui va permettre aux cicatrices, du coup, de pouvoir, à votre corps, en fait, d'avoir plus d'énergie pour s'occuper de ces cicatrices-là et poursuivre son processus de guérison, en fait. Donc, ce que je vais déjà vous dire, c'est je vais vous parler finalement des types de cicatrices qu'on voit le plus souvent. Alors, beaucoup sur le groupe, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent de marques. Donc effectivement, parfois, on peut avoir ces marques. C'est lorsque vous avez un bouton qui est plutôt une papule, et bien après, elle va avoir ce petit côté rose un petit peu. Et ça, c'est simplement le processus normal. Une fois que le bouton a été géré, on va se retrouver avec une petite marque rosée, parfois rouge. Parfois, il n'y a pas du tout de relief. Et ça, c'est le genre de cicatrice qui évolue très bien, généralement. Donc pour ces choses-là, il ne faut pas se précipiter chez le dermatologue et faire un laser. Il ne faut pas se précipiter sur mettre des crèmes qui vont être exfoliantes. Il ne faut pas se précipiter sur utiliser du rétinol. Il ne faut pas se précipiter sur rajouter du peroxyde de benzoïle ou des choses comme ça. Au contraire, on va vouloir laisser sa peau s'apaiser. Et en fait, suivre son processus de cicatrisation. Et moi, ce que j'allais dire, c'est la chose que vous pouvez faire pour accélérer ce processus-là, c'est aussi gérer les autres facteurs qui génèrent de l'inflammation dans votre corps pour que votre corps ait un maximum de ressources physiques, chimiques, énergétiques, puisque l'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est de l'énergie chimique de votre corps qui lui permet de réaliser tous ces processus et notamment de cicatrisation. Donc ça, c'est très important. L'autre question qu'on me pose est souvent sur... ça peut être des peaux qui vont être teintées. Enfin, pardon, teintées. Je veux dire des peaux qui vont être plutôt mates, des gens qui sont plutôt... qui ont plutôt soit des peaux noires, soit des peaux un petit peu café au lait ou des peaux du Maghreb aussi. Elles vont avoir tendance à faire de ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation. Ça veut dire avoir ces taches après, en fait, on appelle ça de l'hyperpigmentation. On appelle ça de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, en fait. Donc, c'est une hyperpigmentation qui va arriver à la suite d'une inflammation, donc d'un bouton. Et ça, pour ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup, dans un premier temps, en fait, faire en sorte, parce que on a l'impression que c'est superficiel, mais en fait, c'est assez profond. Hein. Ça va toucher différentes couches de la peau, et ça va donner cet aspect vraiment foncé à la peau. Parfois, ça peut donner cet aspect un petit peu de masque de grossesse. Alors ça, il va y avoir d'autres facteurs, parfois hormonaux, parfois avec l'implication du soleil, si on est dans un pays un petit peu plus tropical, ou s'il y a vraiment un endroit qui a un fort ensoleillement. Je pense par exemple à Malte. Les gens qui vivent là-bas ont souvent des cancers de la peau, bien sûr, mais souvent des hyperpigmentations. J'ai des amis qui habitent à Bali, qui sont tchèques ou qui sont français. Et quand je vais les voir, je vois que leur peau commence à être un petit peu endommagée par le soleil. Moi qui adore Bali, je sais qu'il y a quand même une protection à avoir vis-à-vis de sa peau. Et donc en fait, on est dans de l'hyperpigmentation quand on est dans une situation comme ça. Et des personnes qui vont avoir de l'acné, qui vont avoir une sensibilité à faire de l'hyperpigmentation, ça va être très important pour eux, bien entendu, de se protéger du soleil. De réduire au maximum l'apparition de nouvelles lésions. Ça, c'est vraiment crucial, parce que c'est ça qui va faire que c'est plus facile de lutter contre quelque chose quand ça n'apparaît pas. D'accord ? Ça veut dire donc de vraiment faire en sorte de ne pas avoir de boutons
pour ne pas générer derrière une hyperpigmentation. Et donc pour ça, généralement quand on a de l'hyperpigmentation, la première chose, on veut limiter l'inflammation, donc s'occuper de tous les facteurs internes. L'autre point, ça va être de protéger sa peau avec une crème solaire quand on va s'exposer. Et on va aller chercher aussi des composés qui vont être riches en polyols. Donc ce sont des molécules en fait qui sont anti-oxydantes et qui vont venir interférer finalement avec ces processus de glycation, avec ces processus qui vont générer ces colorations de la peau en fait. Hein. Donc ça c'est important. L'autre type de cicatrice qui est très très classique dans l'acné, et c'est beaucoup ce que j'ai eu moi dans le dos, c'est des cicatrices, vous savez, qu'on appelle un petit peu en cratères, donc ils vont être vraiment creusés, ou qui vont être parfois bombés. Moi j'ai été chanceuse, j'ai eu les deux, j'ai les deux. Et ça c'est les cicatrices les plus complexes à gérer parce que il y a eu une forte réaction inflammatoire, et ce qu'on explique généralement, c'est que ces cicatrices-là, elles surviennent parce que dans le processus de cicatrisation, il y a eu une perte d'information de la part des cellules. Et du coup, au lieu qu'elles réapparaissent comme des cellules qui sont parfaitement fonctionnelles, quand elles se régénèrent, elles vont réapparaître comme des tissus cicatriciels. Et parfois, ça va aller encore plus loin. Ça va être un tissu cicatriciel qui va être complètement... qui va être très limité en fait et qui va avoir très peu de... Ça va pas du tout avoir le même aspect que la peau en fait. Hein. Ça va vraiment avoir cet aspect de cicatrice. Des fois ça peut être bombé, ce qu'on appelle en hyperpigmentation. Et généralement dans ces cas-là il y a aussi... Pardon. C'est moi qui me le suis marqué faux, mais c'est pas ça. C'est pas hyperpigmentation. C'est hypertrophie ou hypotrophie. D'accord ? Hypertrophie, ça veut dire qu'il y a eu sursécrétion de collagène, donc ça fait cet aspect bombé. Hypotrophie, ça veut dire qu'il y a eu moins de sécrétion de collagène que ce qu'on aurait voulu pour qu'on soit au même niveau que la peau. Donc ça, c'est vraiment les cicatrices qui vont être les plus complexes à gérer. Donc moi, ce que je recommande pour ces cicatrices-là, dans un premier temps, c'est déjà comme d'habitude, pas en générer de nouvelles, donc vraiment s'occuper des facteurs de fond et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'acné, pas de nouvelles lésions, avoir le maximum d'énergie disponible pour le corps pour qu'il s'en occupe. Et l'autre point, ça va être d'essayer d'améliorer en fait, d'accélérer un petit peu ce processus-là. Soit on peut le faire avec, vous savez, ce qu'on appelle les dermarollers. Mais alors ça, c'est uniquement utilisable sur une peau qui est apaisée. D'accord, on est tous d'accord là-dessus dans la communauté scientifique. Hein, c'est que on met pas un dermaroller sur une acné qui est active. Et si vous voyez ça sur des sites internet, vous êtes en train de tomber sur des gens qui font de l'e-commerce avec des produits qui viennent de Chine et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc faites très attention à ça. On ne met pas de dermaroller sur une peau qui est inflammée. Surtout pas. Parce qu'on va entretenir de l'inflammation en fait. Hein. Ça c'est important. Autre partie intéressante, c'est là où en fait, quand on a, je pense au bout d'un an, au bout de 2 ans, si on voit que ça évolue vraiment lentement, on peut se tourner vers certains types de lasers. Et là, c'est important d'aller voir des dermatologues ou des spécialistes qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Et n'hésitez pas à vraiment les challenger pour être sûr qu'ils ont déjà soigné des gens comme ça. Éventuellement, s'ils ont des photos à vous montrer, des choses comme ça, c'est important. Pour que vous soyez sûr d'avoir du résultat avec votre peau et pas juste passer sous un laser et croiser les doigts en fait. Voilà, c'est ce que je veux vous partager parce que c'est des choses que j'ai vécues moi aussi. Et c'est des questions qu'on me pose souvent. Et dans ces lives-là, j'aime bien vous partager ces choses-là. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui avec vous, mais je vais un petit peu regarder un petit peu vos questions. Salut Stéphanie. Ouais, toujours pas de notification pour le live. Oui, en fait Stéphanie, l'objectif c'est que ces lives-là du mardi soient à midi en fait. Mais aujourd'hui, on a eu un petit décalage technique. Mais ça va être de mieux en mieux. Tout va bien, je te remercie Stéphanie, c'est gentil. Alors, c'est de l'hyperpigmentation que j'ai aussi avec ma... Ça peut arriver que la dermite séborrhéique provoque aussi de l'hyperpigmentation, puisque... mais il y a 2 phénomènes là, c'est intéressant. Puisqu'il y a une réaction inflammatoire, donc il y a possibilité d'avoir hyperpigmentation réactionnelle, donc post-inflammatoire.
Et pour une déesse qui souvent donc va affecter des zones assez typiques en fait, hein, il y a possibilité que ça fasse de l'hyperpigmentation. Après, moi, me souvenant de ta peau, Stéphanie, je dirais que je pense pas que tu sois vraiment concerné par ça. Toi, tu es plus dans quelque chose de... En fait, dans le processus de cicatrisation et d'expression de la dermite séborique, il y a des moments où la peau va pas avoir la même couleur que la peau saine. Tu vois, donc il va y avoir des différences de pigmentation, mais qui sont très superficielles en fait, puisqu'elles viennent de la maturation des cellules qui ne se fait pas à la même vitesse, etc. Hop. Très bien, donc Marie Blais. Coucou à tous. Salut Marie. Sève, ok. Bonjour, quels sont les facteurs principaux de la rosacée? Peut-on en guérir totalement? C'est une super bonne question. Déjà, il faut regarder ce que c'est que la rosacée dans un premier temps. Donc la rosacée, ce qu'on appelle rosacée, c'est quelque chose qu'il faut bien clarifier. La majorité des gens qui pensent avoir de la rosacée ou qui ont été à qui on a mis l'étiquette rosacée, c'est qu'ils ont une peau qui a une tendance à l'érythrose, donc une peau qui a tendance à rougir, en fait, sous différents facteurs. Mais ça, c'est une rougeur qui va être vasculaire, d'accord? Et souvent, c'est l'exposition au soleil, si on baisse la tête, donc ça veut dire vraiment mécanique. Ça va être aussi si on irrite la peau, on va avoir tendance à rougir. Ou le matin, quand voilà, on est sur son oreiller, on se frotte le visage, on va se lever le matin, on va avoir les joues un petit peu rouges, etc. Ça, c'est une sensibilité vasculaire, d'accord? Ça veut dire que ça, en fait, il n'y a pas de rosacée sans sensibilité vasculaire. Donc, il faut vraiment savoir ça. Ensuite, ce qu'on a appelé rosacée, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines personnes qui avaient donc cette sensibilité vasculaire, elles pouvaient aussi avoir une peau troublée, donc une peau qui va être déséquilibrée, donc qui va s'activer beaucoup plus au niveau de ses rougeurs. Et en plus, donc elle peut avoir des lésions qui s'ajoutent, donc des petites lésions papuleuses ou parfois même kystiques. Et du coup, on a dit, ah, ça c'est un type particulier d'acné qu'on va appeler rosacée. Bon, en vérité, ça veut simplement dire que vous avez une peau troublée et une acné, et une érythrose qui peut être généralement familiale. D'accord ? Moi, j'ai une peau complètement avec une sensibilité vasculaire, etc. Et pourtant, vous me voyez, elle est relativement ok. On voit, là, comme je suis dans une pièce qui est fermée, comme j'ai un beau soleil en face de moi, je vais vous partager ça. Si je peux tourner mon écran. Oup, voilà. Vous voyez ma petite vue en face. Je suis en face de la lumière. Donc, ça me chauffe un petit peu. Et donc je sais que si je passe l'après-midi ici, et si la porte est tout le temps fermée, si tout est fermé, je vais avoir les joues un petit peu rouges en fait. Mais c'est pas une pathologie, d'accord? Ça, c'est de l'érythrose. En revanche, quand j'avais une peau qui était complètement déséquilibrée et qu'elle était grasse, que j'avais des boutons, etc., mais j'allais me retrouver en fait avec des boutons en plus de ces rougeurs, et en plus de ces rougeurs qui s'activaient tout le temps, et c'était extrêmement désagréable, parce que vous savez, on a chaud aux joues, ça picote, on a l'impression d'avoir les joues comme ça, c'est extrêmement désagréable. Et là, du coup, tous les dermatologues que je voyais me disaient, vous avez de la rosacée, il n'y a rien à faire, il faut que vous preniez des antibiotiques à vie, comme si en fait notre corps avait une carence en antibiotiques, quoi. Absolument pas. Non, c'est juste qu'il y a ces facteurs-là à gérer en amont, et c'est bien important de dissocier les choses. Donc quand tu me poses cette question, Sève, je pense que faut juste savoir que c'est deux choses. Ce qui fait que tu as la peau qui rougit comme ça, c'est parce que tu as cette sensibilité, et donc il faut bien apaiser cette peau pour plus que les rougeurs se déclenchent de manière chronique et embêtante en fait. Et en même temps, il faut gérer ces boutons, etc. Si jamais tu as un stade où tu as des boutons, parce que tu sais qu'on dit que c'est une maladie évolutive, parce qu'on peut avoir des boutons. Hop, je regarde juste l'heure. Ouais, je vais devoir décoller. Très bien, je descends juste. Et donc même dans le cadre, parce qu'elle pouvait m'en être depuis un moment. Je peux rien faire pour ces tâches, du coup. En fait, ce que tu disais là, Stéphanie, sur les tâches, c'est plus... tu es déjà en train de faire ce qu'il faut. Et
Si c'est des tâches qui sont juste, tu vois, post-inflammatoires ou quelque chose comme ça, le but c'est de continuer de lutter contre cette inflammation pour que, une fois que les choses se rééquilibrent, ta peau reprenne son fonctionnement naturel et du coup, il n'y ait plus de raison que tu aies des différences de maturation sur certaines cellules parce qu'en fait, que ce soit psoriasis, eczéma, dermatite séborrhéique, ce qui se passe, c'est que les cellules maturent trop vite à cause des facteurs inflammatoires et poussent donc les couches cellulaires de kératinocytes. Et du coup, on a des cellules qui sont en dessous, qui sont un petit peu à vif, ou alors qui vont rester au-dessus, qui vont se gorger de sébum et qui vont se donner cet aspect un petit peu plus brun, tu vois, parce que c'est du sébum qui est racémisé, qui est oxydé. Voilà. Ok. En tout cas, j'ai apprécié passer ce petit moment avec vous. Je vous envoie plein de soutien pour les personnes qui ne sont pas encore dans le programme et qui souhaiteraient peut-être faire le point sur où elles en sont et si effectivement si elles veulent aller plus loin sur comprendre leur peau, se débarrasser de leur acné et surtout suivre un processus cadré pour être sûr que ça ne revienne pas. Eh bien, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez réserver votre call avec une personne de mon équipe qui pourra vous guider là-dessus, qui vous coachera un petit peu sur ok, donc qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, d'après vous comment ça se fait que ça ne fonctionne pas, et que vous puissiez vraiment avoir ces compréhensions et ensuite avoir un plan d'action pour pouvoir changer les choses. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de faire ces lives avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et restez bien chez vous si on est toujours en confinement. Et prenez bien soin de votre famille. Ciao, ciao à tous et au plaisir de vous voir pour le prochain live. Ciao, ciao.